Personne de côté. Nos experts vont prendre le recul nécessaire pour nous emmener au fond de la classe, là où on voit le mieux le grand tableau. Voici donc Jacques Biot, ancien président de Polytechnique, Éric Charbonnier, statisticien au sein de la direction de l'éducation de l'OCDE, Nathalie Madère, maître de conférence, conseillère régionale, présidente de l'école régionale de la deuxième chance, et c'est toujours Louise Cuneo qui nous fait le plaisir et l'avantage de les interviewer. On les accueille comme il se doit, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc en fait, on évolue dans un monde qui est de plus en plus anxiogène. On est face à des problématiques comme le vieillissement de la population, on a la question des migrations, les problèmes climatiques, les mutations économiques. Et en fait, l'école est chargée de construire les citoyens de demain. Donc, comment le système éducatif doit évoluer par rapport à tout ça? Quelle sera l'école de demain? Alors peut-être que je vais commencer par m'adresser à vous, Éric. Vous êtes donc analyste éducation à l'OCDE. Et en fait, de quelles connaissances, de quelles compétences auront besoin les futurs citoyens? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner dans ce monde comme on raisonnait il y a une quarantaine d'années. On a besoin de davantage de choses parce que les enjeux que vous avez décrits, le vieillissement de la population, les changements démographiques, les migrations, le réchauffement climatique, c'est des enjeux qui dépassent nos frontières. Et finalement, les solutions doivent être trouvées de façon collective. Et c'est pour ça que, alors qu'en France, on est très axé toujours sur les connaissances, c'est-à-dire être bon en maths, savoir lire, compter, écrire, ça sera toujours important. Dans d'autres pays, on a ouvert la réflexion sur les compétences et les valeurs, c'est-à-dire éveiller les enfants à la curiosité, être imaginatif, être capable de prendre des décisions, de travailler collectivement, d'être persévérant, d'être bon en communication et puis aussi d'avoir certaines valeurs d'honnêteté, de confiance dans les autres, de respect. Ce sont des choses qui sont au cœur des programmes éducatifs dans beaucoup de pays et qui peuvent permettre justement de régler ces problèmes que notre génération jusqu'à présent n'a pas trouvé de solution. Quel pays par exemple? Alors vous avez Singapour qui a centré son programme sur les valeurs, la Slovénie et l'Estonie qui ont centré tout leur programme éducatif sur les compétences. Vous avez la Finlande qui change aujourd'hui, c'est-à-dire que on apprend la créativité en faisant des mathématiques, en faisant de la compréhension de l'écrit, en faisant des sciences, mais l'objectif des enseignants, c'est de permettre aux élèves justement de devenir créatifs, quelle que soit la matière. Et ça, en France, on le fait pas du tout. On est en permanence en train d'essayer Enfin, c'est une course à l'élitisme. Jacques Biot, vous êtes ancien président de l'école Polytechnique. Vous en pensez quoi, vous, de la sélection, justement, et de cette course à l'élitisme que l'école française produit? Je crois que c'est un effet très, très, très pervers parce que ça tend effectivement à ségréger l'ensemble de la population entre des gens à qui on explique qu'ils ont réussi, ce qui n'est pas toujours vrai, et puis des gens à qui on donne un sentiment d'échec qui est extrêmement pernicieux et qui est défavorable à la fois pour eux sur le plan individuel et puis pour leur contribution à la société. Et je crois que dans Futurapolis, il y avait des tables rondes qui étaient consacrées à la santé, où je pense que vous avez pas mal parlé de médecine personnalisée. Vous savez que la médecine personnalisée, c'est le bon patient traité par le bon praticien avec le bon traitement au bon moment. Et je pense que dans le domaine de l'éducation, il faut qu'on aille vers la même situation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on aille vers une situation dans laquelle chaque étudiante et chaque étudiant reçoit l'enseignement qui lui convient, à lui ou à elle, de la part d'un enseignant qui est adapté ou d'une enseignante, et donc avec un programme qui soit pertinent. Et il faut donc qu'on aille vers une éducation personnalisée et qu'on passe donc de ce système de sélection qui est aujourd'hui beaucoup fondé sur une espèce de jugement de valeur qui est, une fois encore, très pernicieux, vers une sélection qui serait une sélection visant à adapter l'étudiante ou l'étudiant à l'enseignement qu'il va recevoir et faire en sorte qu'effectivement
On ne recrute pas dans des cours de maths de très haut niveau des gens qui ne seraient pas capables de les recevoir, parce que ça, ce serait un gâchis et pour l'enseignante et l'enseignante ou l'enseignant et pour l'étudiante ou l'étudiant, mais qu'on ait effectivement des gens qui soient en mesure de suivre les cours, d'en bénéficier et de contribuer. Donc c'est un point très important. Mais là, on resterait sur des connaissances très académiques, sur des enseignements très académiques. Et Monsieur Charbonnier, vous parliez plus d'enseignement de valeur aussi. Est-ce qu'il serait bon d'introduire dans l'enseignement français et qui sont déjà présents dans d'autres pays du monde? Je pense que c'est nécessaire d'évoluer. Bien sûr qu'on aura besoin de ces compétences en mathématiques, en compréhension de l'écrit, mais aujourd'hui, il faut élargir les compétences de nos élèves. Et ce qu'on voit en France, c'est qu'à l'entrée à l'université, vous avez beaucoup d'élèves qui manquent d'autonomie aujourd'hui, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils ont décidé d'aller dans une filière plutôt qu'une autre, et c'est les notes qui vont décider de leur orientation. Et je crois qu'on a besoin, dans un monde de demain, d'élèves qui soient plus matures et mieux préparés à faire leur choix et aller dans des directions où ils pourront s'intéresser, prendre du plaisir, et puis ça leur permettra d'avoir une vie beaucoup plus épanouie aussi sur le marché du travail. Mais alors concrètement, c'est quelles compétences dont ils devraient disposer? Vous parliez de l'honnêteté, de la confiance, d'éveil à la curiosité dans d'autres pays. En France, il faudrait qu'on mette ça en place, en fait? Il faudrait mettre complètement ça en place. Aujourd'hui, on parle de l'école de la confiance. Je crois qu'on a besoin d'une école qui soit beaucoup plus bienveillante. Vous avez une partie des élèves qui sont découragés à cause de leurs notes. Il faut les encourager. Il faut comprendre qu'à tous les âges, les enfants se développent à leur rythme. C'est pour ça qu'il faut aller vers une école plus bienveillante avec un enseignement plus personnalisé. Et ça demande aussi une réflexion sur les acteurs de notre éducation. Aller dans cette direction, ça demande des évolutions sur le métier d'enseignant, sur le rôle du chef d'établissement, sur l'importance aussi des entreprises pour venir rencontrer à la rencontre des élèves, pour les aider dans leur choix d'orientation. Je crois qu'il y a toute une transformation qui nous oblige à sortir de cette idée que l'école est juste là pour nous faire accumuler les connaissances. Il faut vraiment ouvrir notre champ de perspective, parce que ce qu'on voit dans les pays qui réussissent bien, c'est justement qu'on a des élèves qui sont beaucoup plus épanouis dans la société et qui sont beaucoup plus insérés positivement dans le monde du travail. Alors, Nathalie Madère, vous êtes conseillère régionale déléguée au réseau des écoles de la deuxième chance d'Occitanie. On dit bien deuxième chance et pas seconde chance. Ces élèves que vous accueillez dans ces établissements ont, eux, décroché. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'école les a perdus? Alors déjà, un petit CV express. Je suis donc déléguée au réseau des écoles de la deuxième chance. Il y en a 11 en Occitanie, il y en a 125 en France, donc qui accueillent en effet des jeunes qui ont décroché, qui n'ont pas de formation et qui sont très très éloignés de l'emploi. Et en même temps, dans ma vie professionnelle, je suis maître de conférence et je dirige un master, un bac+5, et donc avec une insertion professionnelle évidemment des jeunes brillantes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, quels que soient les savoirs académiques, j'ai envie de reprendre l'expression, enfin la citation de Montaigne: enseigner, former, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Et quel que soit le niveau, je pense qu'il faut qu'on allume des feux. Ça, c'est la posture de l'enseignant. Alors voilà, un petit focus sur les écoles de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance, elles ont été créées en France il y a une vingtaine d'années et elles reposent sur les principes du livre blanc d'Edith Cresson, qui était à l'époque commissaire européen. Et donc dans ce livre blanc, il y avait un chapitre sur lutter contre l'exclusion et lutter contre le décrochage scolaire. C'était une démarche européenne. Hein, c'était une démarche au départ européenne. Ensuite, la démarche s'est arrêtée là, si vous voulez. Le dispositif École de la deuxième chance n'est pas un dispositif européen, si ce n'est que cela mobilise du financement européen. Et trois principes sous-tendaient le fonctionnement de ces écoles. Il faut tenir compte de la situation sociale et du sentiment d'exclusion des jeunes. Il faut associer dès le départ les entreprises à l'effort de formation. Il faut surtout utiliser des pédagogies actives, facilitant la mise en action plutôt que l'apprentissage passif. Voilà le socle sur lequel reposent aujourd'hui les écoles de la deuxième chance, qui sont inscrites dans le Code de l'éducation. Voilà. Un chiffre, 100 000 jeunes, c'est un chiffre de l'éducation nationale, sont des décrocheurs. Donc, décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils sont exclus du système scolaire traditionnel. Ils sont exclus du système scolaire. Alors le terme de décrocheur,
Moi, je préfère le terme de décrocher, parce que le décrocheur, en quelque sorte, fait reposer la responsabilité de cet échec scolaire sur ce jeune. Décrocher, cela veut dire que l'éducation nationale ne l'a pas retenu. Donc, je préfère le terme de décrocher. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, il y a un vrai chaînon, enfin, il y a un chaînon manquant. Sans les écoles, il y a un chaînon manquant, parce que ces jeunes qui ont évidemment, comment dire, une image de l'institution scolaire qui est terrifiante. L'école, pour eux, c'est synonyme d'ennui, c'est synonyme d'humiliation, c'est synonyme d'échec. Qu'est-ce que l'on fait de ces jeunes? Ces jeunes ne peuvent, sans les écoles de la deuxième chance, ces jeunes ne peuvent pas s'inscrire dans un parcours de préqualifiant ou qualifiant parce qu'ils n'ont pas les prérequis, ne serait-ce que par les savoirs. Et alors comment vous les récupérez, ces élèves décrocheurs? Eh bien, on les récupère avec une approche sur 3 champs. On va travailler avec eux le projet professionnel, le projet d'apprentissage et le projet de vie. Et il faut travailler les 3 champs. Ce sont 3 choses. Le projet d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va falloir revoir avec eux une remise à niveau, mais selon leur projet professionnel. C'est-à-dire que le jeune qui va vouloir faire travailler dans la petite enfance n'aura pas les mêmes besoins en maths, par exemple, que celui qui va travailler dans l'industrie ou dans le numérique. C'est une approche qui est radicalement différente de celle que vous... Radicalement différente, c'est un parcours absolument personnalisé. Travailler le projet professionnel, évidemment la place de l'entreprise dans ce projet est important, et travailler aussi le projet de vie, parce que le jeune qui arrive dans l'école, c'est un accidenté de la vie. Il a de véritables freins de vie, des freins familiaux, des freins sociaux, et si on ne travaille pas avec lui, le logement, la mobilité, la santé, les problèmes d'addiction, etc., le projet va s'effondrer. Donc c'est un vrai travail avec un coach. Quand il rentre, il a un coach, le jeune. Et pendant 6 mois, 9 mois, il va travailler sur ces 3 champs. C'est-à-dire qu'on est très loin de donner la priorité aux résultats scolaires dans cette démarche. Et on fait plus attention au cursus personnel. Jacques Biot, pour vous, c'est très loin de ce que vous avez connu à Polytechnique? J'allais dire oui et non. D'abord parce que les jeunes de l'X, qui souvent sont un petit peu vilipendés pour le côté, j'allais dire, manque de diversité sociale, sont quand même, pour la très grande majorité, très généreux. Pas tous, mais beaucoup sont très généreux. Et il y a donc une très forte action sociale et une insertion. Et en gros, si vous voulez, avec une promotion de l'X, on touche à peu près 3000 jeunes dans les quartiers. Alors, c'est pas énorme, mais si on se dit que toutes les grandes écoles, toutes les universités font la même chose, on pourrait arriver à faire du soutien scolaire et là aussi de l'accompagnement sur des populations très importantes. Pendant mon mandat, on avait beaucoup développé ça avec des dispositifs pendant les congés, pendant des périodes où l'école était disponible, pour vraiment faire du coaching, effectivement, apprendre aux jeunes, pas juste les maths, mais les savoir-être, les savoir-faire, les codes, les choses comme ça. Donc ça, c'est une première considération. Deuxième considération, je crois qu'il faut vraiment aller, il y a un mot que vous avez prononcé que j'aime beaucoup, qui est le mot curiosité. On est quand même dans un monde qui est un monde extraordinairement, j'allais dire, dangereux, hein, quand on regarde les choses, et indépendamment de l'action, j'allais dire, de l'homme qui a dégradé son propre environnement, il y a des défis qui sont des défis considérables. Il y a un défi économique qui tient à l'organisation de la vie en société. Il y a un défi climatique, qui est là largement d'origine anthropologique. Il y a un défi sanitaire qui, lui, de nouvelles infections qui arrivent, et vous aurez de nouvelles infections. Vous voyez Ebola en ce moment, mais il y a eu Zika, il y a chikungunya. Enfin bon, donc l'homme sera menacé par de nouveaux germes. Il y a le défi sécuritaire, qui n'est pas seulement le terrorisme, hein, mais qui est aussi bon. Et tous ces défis seront résolus par la science et par la technologie, en très large partie. Ils seront résolus par une approche plus humaniste, bien sûr, et je rejoins tout à fait ce qui était dit sur la nécessité d'éduquer les jeunes à des valeurs. Et je crois qu'une partie importante de ce que nous devons introduire dans le système éducatif, c'est la notion, effectivement, de service à la société. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les jeunes aient conscience du fait que, quand ils viennent dans une institution d'enseignement supérieur, et puis même avant, ce qu'ils viennent chercher, c'est une capacité à résoudre les problèmes de la société. Alors, ça passe dans le domaine des sciences et de la technologie par plus de recherche. Vous savez qu'en France, on a une grosse problématique qui est la dichotomie entre la recherche et l'enseignement. Je pense que c'est très important. Un jeune qui arrive en bachelor aux États-Unis,
tout de suite, on le met dans un labo, il va à la paillasse, il commence à faire des manips, et c'est évidemment quelque chose qui lui donne le goût de la science, qui lui fait comprendre que la science apporte quelque chose. Donc il y a tout un effort à faire aussi pour faire en sorte que les jeunes retrouvent cette curiosité, cette envie de résoudre les problèmes de la planète, et cette envie de les résoudre par la connaissance qu'ils vont développer, pas seulement par les connaissances livresques du passé, mais par celles qu'ils vont développer eux-mêmes. Éric Charbonnier, vous avez étudié, grâce à PISA, la structure de l'école française et de l'enseignement secondaire. Comment on pourrait faire en sorte d'évaluer les compétences des élèves autrement qu'en passant par des enseignements académiques ? Il y a plein de façons. On le fait dans PISA. C'est vrai que notre étude PISA est connue surtout sur les évaluations des élèves de 15 ans en mathématiques, compréhension de l'écrit et sciences. Mais on essaye de regarder s'ils prennent du plaisir en apprenant, quelles sont leurs relations avec leurs enseignants, leur motivation. Ça se fait avec des questions toutes simples qu'on leur pose dans des questionnaires séparés. Quand aujourd'hui, vous avez un ministre qui est en train de faire des évaluations de CP et qui accentue les évaluations sur les mathématiques et les compréhensions de l'écrit, il suffirait d'ajouter 2-3 questions pour les élèves. Est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur de votre établissement? Est-ce que vous vous amusez avec vos camarades de classe? Est-ce que les relations avec votre enseignant sont bonnes? Pour récupérer des informations qui vont au-delà de la note, mais qui permettent de voir justement comment l'élève se sent à l'intérieur de son environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être aussi un bon élève et pourtant ne pas prendre de plaisir à l'école. On l'a vu par exemple dans notre étude PISA, les très bons élèves en mathématiques à l'âge de 15 ans sont malgré tout les élèves les plus anxieux de tous les pays du monde, avec les Japonais et les Coréens. Donc on comprend bien là encore une fois qu'on a un système où on a des élèves qui réussissent bien, mais malheureusement ça crée aussi une anxiété, un stress qui peut-être aura un impact une fois qu'ils seront sur le marché du travail, dans un métier, qui les empêchera finalement de prendre des initiatives. C'est ça le problème aussi de notre école, c'est avoir tout axé sur les notes et les fondamentaux. On a peut-être oublié que l'épanouissement des élèves aura un impact très important pour régler ces problèmes de la société. Oui, Nathalie ? Oui, je voulais revenir justement, pourquoi le système classique exclut certains jeunes et pourquoi, avec l'école de la deuxième chance, on déconstruit la relation à l'école, qui est faite de notation, de compétition, pour certains aussi de résidence, d'assignation à résidence. Tu es turbulent, tu fiches la pagaille, etc. D'invisibilité aussi. Et pourquoi, avec l'école de la deuxième chance, on reconstruit l'école? Parce que le terme école peut être très anxiogène pour ces jeunes, justement, qui ont une relation quand même difficile avec l'école. On l'a reconstruit sur d'autres principes, la bienveillance, vous le disiez, la responsabilisation, la considération. La considération, je pense que c'est ce qui fait le plus... Enfin, c'est un baume pour notre corps et notre tête, la considération. Ces jeunes, comment dire, ils sont restés 15 ans dans l'éducation nationale. Et ils en sortent avec rien. Ils peuvent s'accrocher sur rien pour reconstruire quelque chose. Si ce n'est ce que on leur a renvoyé, et je pense qu'ils l'ont aussi intégré, qui sont mauvais, qui sont bons. Voilà ce que l'on renvoie. C'est quelque chose de très français, ça. Hein, tu seras bon à rien. Et ils ont cette mésestime d'eux-mêmes. Et donc, c'est quoi les raisons de cet échec? Je pense que l'école ne les a pas accrochés. Voilà. Il n'y a pas eu de lien qui s'est créé avec les enseignants, il n'y a pas eu de sens peut-être aussi dans l'apprentissage. Voilà. Pourquoi j'apprends cela? À quoi ça va me servir dans ma vie? Et puis, il y a un souci, enfin, peut-être qu'on en reparlera, d'orientation, peut-être. Et donc, à partir de là, voilà, on va retisser un lien avec ces jeunes. Voilà. Ce droit à l'erreur, Éric, vous aussi, vous voyez que c'est un des points qui blesse en France. PISA l'étudie beaucoup. Les Français hésitent à répondre parce qu'ils ont peur de répondre faux, c'est ça, aux questions, plutôt que d'essayer, de peur de subir la sanction de l'erreur en France. Oui, c'est un des résultats très intéressants de PISA, que la France est la championne du monde des non-réponses. C'est-à-dire qu'il y a des questions ouvertes
dans l'étude PISA, et ces questions ouvertes, qu'on réponde ou qu'on ne réponde pas, on ne sera pas sanctionné si on a donné une mauvaise réponse. Et qu'on constate, c'est que les élèves français, et particulièrement quand on leur demande d'aller au-delà du programme scolaire, préfèrent ne pas répondre que de risquer de dire quelque chose de faux. C'est un des éléments les plus intéressants, je trouve, de PISA, qui montre qu'aujourd'hui, notre système d'éducation a tendance à sanctionner le hors-sujet, à sanctionner les initiatives des élèves. Et là, ça s'est retrouvé dans les tests PISA. Et ça a été d'ailleurs le sujet de débat au niveau des politiques pour essayer de changer ce système d'éducation. Mais on est très attaché en France à la notation. Personnellement, j'ai rien contre les notations, mais on peut noter les élèves, mais tout en essayant de les encourager. On n'est pas obligé de toujours stigmatiser leurs erreurs. Ou quand on fait un hors-sujet, on n'est pas obligé d'avoir 0. On peut être encouragé peut-être sur la créativité de son hors-sujet. Je crois qu'il y a toute une façon plus bienveillante de penser notre école. Et si on va chez nos voisins canadiens au Québec, on verra que toute l'école québécoise est tournée autour de la bienveillance envers les élèves. Et ça permet d'avoir des élèves épanouis et qui réussissent très bien dans toutes les enquêtes internationales, quel que soit l'âge des élèves. À Polytechnique, c'était le même combat? Le combat, c'est vraiment d'arriver à transformer, enfin à sortir de la compétition individuelle, hein, parce qu'effectivement, j'allais dire qu'à l'extrême, la compétition individuelle, quand elle commence très tôt, elle aboutit au phénomène que décrit Nathalie, hein, c'est-à-dire effectivement, j'aime beaucoup cette expression des décrochés, parce que c'est pas eux nécessairement qui ont fait le choix de sortir du système, c'est le système qui petit à petit les a mis à l'écart, parce qu'on est dans ce système de compétition permanente individuelle, où effectivement ceux qui sont très bons arrivent à s'en sortir, mais ils le font au détriment des autres. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'arriver à modifier le dispositif. Alors c'est quelque chose qu'on avait introduit, qu'on a beaucoup introduit sous mon mandat, mais c'est un effort permanent. Arriver à réintroduire une forme de solidarité, de travail en commun. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels, par exemple, les plus forts font travailler les plus faibles. Et on peut s'interroger, se dire, ça c'est quelque chose, c'est assez étonnant, parce que notamment dans le système des concours, est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Oui, c'est pertinent, parce que quand les plus forts font travailler les plus faibles, ils s'enrichissent eux-mêmes en tant que forts, et puis ils font progresser les autres. Et tout cet exercice qui consiste à faire travailler les jeunes ensemble, alors fixer des objectifs collectifs, qui soient des objectifs qui ne soient pas nécessairement... Bon, alors donner un droit à l'échec, hein, on revient sur ce que disait Eric. Je crois que la notion de travail collectif, de droit à l'échec, est quelque chose qui est totalement absent du système tel qu'il était jusqu'à présent. J'ai beaucoup essayé de modifier ça à l'école polytechnique. Non sans mal une fois encore, parce qu'il y a une telle présence des corporatismes, des corps qui exigent le maintien d'un classement de sortie, des choses comme ça, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense qu'on peut progresser, en tout cas il faut progresser pour vraiment arriver à sortir de cette compétition individuelle permanente et apprendre aux gens à travailler ensemble et à s'appuyer aussi sur ceux qui sont différents, sur ceux qui... J'ai un exemple, pardonnez-moi, mais... j'avais donc dans le conseil d'administration, il y a une personnalité internationale par les statuts. Donc moi j'avais recruté pour le conseil une Israélienne, hein, qui était directrice de la recherche de Teva, qui nous a beaucoup apporté pour faire progresser la place du handicap à l'école polytechnique. Quand je suis arrivé, c'était 0 handicapé, 0 maladie rare, premier concours que j'ai eu à gérer, 3 réclamations de jeunes qui avaient des maladies rares qui avaient été écartées pour des raisons médicales. Bon, c'était une situation inacceptable. Et cette administratrice, petit à petit, m'a aidé à faire comprendre au conseil que voilà, les handicapés, ils ont leur place partout. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas capable de faire des études supérieures, qu'on n'est pas capable de sortir. Donc tout un effort pour arriver à s'ouvrir sur l'autre, même quand il est différent, et accepter ces différences. Combien de temps, Nathalie? Oui, je voulais rebondir, si vous permettez. Oui. Accepter peut-être également, dans le système éducatif classique, de prendre en compte les profils d'apprentissage. Parce que les informations, voilà, comment dire, les méthodes d'apprentissage, elles sont différentes. Il y a les auditifs, il y a les visuels, il y a les kinesthésiques. Et alors, un chiffre intéressant, à l'école de Toulouse notamment, on s'est rendu compte que 60% de notre public était kinesthésiste. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui sont très émotifs, qui ont besoin de toucher, de bouger, etc. Et pour qui, évidemment, l'enseignement, on va dire, descendant, ben ça ne convient pas. Ils ont besoin d'expérimenter, de toucher,
de bouger dans des salles, etc. Donc ça, c'est important. Il faudrait peut-être que les enseignants, enfin j'en sais rien, mais soient peut-être sensibilisés voilà, à ces profils d'apprentissage. Ça peut être intéressant. Il y a des expériences internationales qui l'ont déjà fait. Il y a surtout une formation initiale des enseignants qui prend en compte tous ces aspects-là. Et en effet, si vous allez en Allemagne, pour aller rester proche de la France, quand on va dans les salles de classe, on constate qu'on a des sièges où on peut bouger, où il y a des possibilités qui sont offertes aux enfants de bouger. Il y a une partie de l'éducation, quand on arrive au printemps, qui se fait dehors. Voilà, il y a des façons aussi de faire évoluer le cadre dans lequel on travaille. Et en fait, c'est assez simple de réaménager sa salle de classe. Il y a des enseignants innovants qui ont mis en avant des pratiques. Et je crois qu'on est resté très classique en France. Voilà. Et on a besoin de s'ouvrir sur les autres. On a des enseignants qui sont excellents sur toutes les connaissances académiques. Si vous prenez le niveau d'une agrégation en France, c'est bien supérieur sur le point de vue académique à ce qui existe ailleurs. Mais toutes les compétences pédagogiques sont pas suffisamment intégrées dans la formation initiale des enseignants, et eux-mêmes aimeraient que ça soit davantage intégré. Et ça semblerait une transformation nécessaire aussi pour aller dans votre direction. Les pédagogies qui sont utilisées dans les écoles de la deuxième chance sont inspirées aussi d'expériences internationales, ou c'est vraiment par tâtonnement que vous avez trouvé ce qui convenait à ces élèves décrochés? Alors la pédagogie les pédagogies qui sont mises en place sont véritablement tournées vers l'autonomie et l'émancipation des jeunes. Et en particulier, sur la base d'un référentiel que c'est doté, l'école, alors il y a des référentiels dans l'éducation nationale, des référentiels Cléa, je pense par exemple chez les partenaires sociaux, les écoles sont dotées d'un référentiel super formalisé vraiment avec des compétences clés, des paliers, etc., qui s'appelle l'approche par compétences. C'est tout simple, c'est j'apprends en faisant, c'est-à-dire c'est par l'expérience que j'apprends. Et ce qui est intéressant, c'est que ça modifie la posture de l'enseignant. L'enseignant ne déverse pas son savoir. Enfin, on parle de formateur. On parle de formateur plus exactement. Mais le formateur, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il est à côté du jeune. Et le jeune, dans cette démarche d'autonomisation, dès qu'il a une activité, dès qu'il a un projet, il prend conscience de sa compétence, il la valorise, il la communique, et ensuite l'objectif, c'est à la sortie de l'école, c'est la transférer. Voilà. Et ça, c'est important. Donc le jeune, il est acteur de son apprentissage. Voilà. Avec l'intervention des entreprises et du monde du travail dès le départ. Eh ben oui, parce que s'il n'y a pas les entreprises, le projet s'effondre. Les entreprises, elles sont au cœur du dispositif. Elles interviennent à l'école, il y a des séquences métiers, il y a évidemment les stages. Elles interviennent dans des séquences pédagogiques, par exemple gérer mon budget ou les droits des salariés. Elles interviennent à plusieurs niveaux au sein de l'école, voilà, et à l'extérieur bien sûr. Jacques, vous me parliez tout à l'heure de l'expérience suisse qui était effectivement orientée vers la même idée que l'entreprise doit être présente dans l'apprentissage immédiatement. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose. Alors vraiment, c'est vrai, depuis l'école de la deuxième chance jusqu'aux écoles d'élite, c'est vraiment le lien avec l'entreprise. Et ça je crois que vraiment, ça devrait traverser tout le système. C'est-à-dire que l'enseignement, j'ai dit, c'est d'abord il y a une partie de recherche, de curiosité et de développement des connaissances, mais il y a aussi un ancrage dans l'entreprise qui est quelque chose de fondamental. Pour le coup, c'est quelque chose que, au niveau des grandes écoles, qui est fait assez bien, qui n'est pas assez fait par contre en France au niveau du secondaire et notamment au niveau de l'apprentissage, parce qu'effectivement, ça a été redéveloppé par les écoles de la deuxième chance. Mais si on prend le jeune qui va dans l'apprentissage aujourd'hui et qui n'est pas arrivé à l'école de la deuxième chance, mais qui n'est pas non plus dans le supérieur, je pense qu'il va être confronté à des expériences qui sont peut-être un petit peu trop encore tenues par la citadelle pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, de l'éducation nationale, mais ne laisse pas assez de place à l'entreprise. Et là, pour le coup, il y a une initiative dont je suis assez fier, qu'on avait beaucoup développée à l'IX pendant mon mandat, qui était les entretiens enseignants-entreprises, qui est quelque chose qui existait, mais qu'on a beaucoup développé, qui est un exercice dans lequel tous les ans fin août, on fait venir à peu près 400-500 enseignants de sciences sociales et de gestion de l'ensemble de la France
pour les confronter aux meilleurs économistes mondiaux, pour les confronter à des patrons du CAC 40 et pour essayer de créer cet échange pour que les acteurs de l'éducation nationale aient conscience aussi de la richesse qu'apporte l'entreprise et que ce lien se tisse dans l'intérêt des apprenants. Eric, vous avez à l'OCDE, il y a un projet qui s'appelle Éducation 2030 qui est en train d'être finalisé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les premiers enseignements, même si évidemment l'étude n'est pas terminée, à quoi doit ressembler l'école dans 10-15 ans? Il n'est pas encore finalisé, on est dans la première phase, mais c'est un des projets les plus intéressants qui part justement du principe que il y a certains sujets comme le réchauffement climatique où on n'arrive pas à dialoguer entre les pays pour trouver des accords que tout le monde suive. Et nous, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'apprennent les citoyens à l'école dans tous les pays? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de différences dans la façon dont on dialogue de façon internationale? Et donc, on est parti dans une étude des programmes éducatifs au niveau du collège, où on compare tous les programmes éducatifs des pays qui ont accepté de participer. Malheureusement, je n'ai pas la France encore dans ce projet-là, et on voit des grandes différences. On constate que vous avez dans certains pays comme l'Estonie, tout est axé sur les connaissances interdisciplinaires. C'est-à-dire comme quand on a essayé en France de faire la réforme du collège, on va apprendre les maths en faisant de l'informatique et parfois du théâtre, on va mélanger les domaines. Vous avez un pays comme la Finlande où tout est axé sur la compétence. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que les enfants développent leur imagination, soient créatifs, curieux, et finalement, on greffe les matières sur l'objectif de compétence. Si vous allez à Singapour, c'est les valeurs qui sont très importantes, l'honnêteté, le respect des autres. Donc nous, on est en train de regarder tous ces programmes éducatifs pour voir s'il y a des points communs. C'est finalement un point d'entrée à un dialogue entre les pays, et on en est à cette phase où après, on va essayer d'aller plus dans le détail sur comment ça fonctionne chez les élèves. Mais je pense que c'est un projet très novateur et j'ai très hâte de le voir se développer à l'OCDE en tout cas. La France participe pas parce qu'elle a peur de se tromper, justement. La France, en général, est comme les élèves quand ils répondent au test PISA, très prudente. C'est-à-dire qu'elle regarde comment ça se développe et après elle participe. Donc je pense comme les premiers résultats sont très prometteurs, j'ai bon espoir qu'on ait la France. Peut-être même elle pourra s'inspirer des premiers résultats sans même avoir participé et de regarder ce qui se fait ailleurs. Vous parliez à Singapour, il y a un cours de maths qui s'appelle... Vous disiez, ce qui est axé sur la curiosité. C'est sur la créativité. La c'est-à-dire que ce soit au Japon ou à Singapour, on ne parle pas de mathématiques, mais de créativité par les mathématiques. Voilà, c'est la matière, c'est ce qu'on enseigne aux élèves. Et je trouve que c'est intéressant de penser comme cela. Et ce qui est intéressant aussi dans le système français, c'est qu'on entend aujourd'hui lire, compter, écrire et respecter autrui. Donc on commence à avoir finalement des valeurs qui commencent à être intégrées comme des objectifs pour nos élèves. Donc il y a quelque chose peut-être qui fonctionne bien, parce que tout ce qu'on vient de dire, et on a brossé quand même un tableau assez noir de l'éducation actuelle en France, en espérant qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Est-ce qu'il y a des choses à garder dans l'école d'aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur d'aujourd'hui? Eric, oui, allez-y. Oui, il y a des choses à garder dans notre école. Il y a une école où il y a des élèves qui s'en sortent bien. Il y a eu beaucoup d'efforts sur la lutte contre les inégalités, même si ça n'a pas encore complètement porté ses fruits. Mais la lutte contre le décrochage scolaire, il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, il y avait 150 000 décrocheurs ou décrochés. Aujourd'hui, on est à 100 000. Donc il y a eu des progrès, et la grande leçon de tout ça, c'est quand il y a une continuité dans la politique d'éducation, qu'on arrive à des résultats. La lutte contre le décrochage scolaire, ça a été la priorité de tous les gouvernements depuis 2008. Et voilà, au bout de 10 ans, on voit des résultats. Le problème de notre système d'éducation, c'est souvent
qu'on fait un pas en avant, un en arrière, on repart dans une autre direction. Mais avant quand il y a même d'avoir eu l'évaluation voilà. Concrète, parce qu'effectivement, une politique éducative, ça porte ses fruits qu'au bout de décennies. Tout à fait, mais là, il y a des directions comme des priorités aux primaires, aux établissements défavorisés, qui sont la continuité du précédent gouvernement et qui vont dans une direction qui pourra aider à un moment ou l'autre à réduire les inégalités sociales, car c'est ça le problème de notre école. Sinon, elle est moyenne. Elle n'est pas aussi bonne qu'on pourrait espérer, mais ce n'est pas non plus aussi catastrophique qu'on peut l'entendre dire. On peut encore descendre. vous hochiez la tête. Jacques, vous aviez... Non, je crois que ce qu'il faut garder, c'est l'engagement des enseignants-chercheurs, parce que, moi j'ai eu la chance à l'IX d'avoir des enseignants-chercheurs extraordinairement engagés, extrêmement généreux vis-à-vis de leurs étudiantes et de leurs étudiants, et ça c'est quelque chose, alors je pense que c'est une caractéristique du métier, donc c'est pas propre à la France, mais il faut vraiment le favoriser et les encourager, leur donner les moyens, la reconnaissance, la considération, hein, comme disait Nathalie tout à l'heure. Donc voilà, heureusement on a un socle, on part pas de zéro, hein, je veux dire, mais il y a des expériences internationales très intéressantes. Eric pourrait élaborer là-dessus beaucoup plus. Typiquement, le Rwanda, qui était un pays en ruine et qui sortait d'une guerre civile, a construit un système de santé, un système éducatif qui sont extraordinairement performants en partant d'un pays qui était ravagé. Et donc, je pense que ça montre qu'il y a une capacité à changer et à construire quelque chose qui marche bien. Que donc on peut progresser. Donc il ne faut pas qu'on se contente de ce qui va bien. Nathalie, vous justement, au sein de l'école, il y a l'éducation, mais il n'y a pas que l'éducation et les fondamentaux. Tout à fait, parce que c'est une école... Alors, dans le jargon techno, on va dire que c'est un dispositif de formation professionnelle qui est intégré dans le plan régional de formation. Mais au-delà de ça, c'est une école de l'émancipation, c'est une école de la réassurance, c'est une école de la revanche aussi. Et c'est une école de l'émancipation. Et c'est une école surtout qui réussit, puisque, encore une fois, on accueille des jeunes qui sont vraiment plombés par des difficultés familiales, sociales, par des petits niveaux faibles, par le manque de savoir-être, de base, dire bonjour, être poli, sentir bon le matin, être ponctuel, etc. Tout ça, il faut l'apprendre. Être motivé, tout ça, ce sont des objectifs à atteindre. Ce ne sont pas des prérequis, parce que sinon, on va accueillir personne. Et finalement, ça marche. Ça marche parce qu'un chiffre, 2 jeunes sur 3, à peu près 65%, sont en sortie positive, avec un emploi, ou reprennent en fait reprennent le chemin de Ils sortent au bout de combien de temps exact? Ils sortent en moyenne? Ils sont en moyenne, alors tout dépend bien sûr, il y a des jeunes, ça va plus vite que d'autres, mais c'est en moyenne 6 mois. 6 mois avec 40% d'alternance en entreprise. Il y a à peu près 4 stages. Ils manifestent de la volonté avant de venir. Comment ils arrivent? Alors ils arrivent. Ils sont déjà motivés. Je veux dire, c'est une part du travail, j'imagine. La motivation, c'est l'objectif à atteindre. Quand vous êtes plombé par toutes ces difficultés, vous n'êtes pas motivé. Non, c'est un objectif à atteindre, la motivation. Alors certains viennent parce qu'ils voient de la lumière, parce que maintenant, je pense que c'est un dispositif qui est quand même installé aussi sur le territoire. Puis les missions locales aussi jouent le jeu. Puis Pôle emploi, de manière plus accessoire. Voilà. Et ils viennent comme ça, c'est comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes. Hein. Et ensuite, et puis ils réapprennent. Les savoirs de base, ils apprennent ou réapprennent, parce qu'il y a certains savoirs qu'ils ont. 80%, alors quand ils rentrent, ils ont un niveau vraiment très très faible. Quand ils rentrent, il y a un delta entre le niveau déclaré et le niveau réel. 80% à peu près un niveau 3e. Et en fait, quand on fait des évaluations, ils ont un niveau de 6e. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. Il faut reprendre la numérisation, etc. Les fondamentaux sont quand même importants. Il faut quand même les conserver. Exactement, les fondamentaux, parce que certains sont partis très tôt de l'école, d'autres par des évitements, ou je sais pas, sont arrivés jusqu'en 3e ou même voire jusqu'au bac. Mais on se rend compte que la galère, en fait, ça permet d'effriter quelque part les savoirs académiques, vraiment s'effritent avec véritablement les ruptures, les galères, etc. Donc on part de très loin, voilà. En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière la notion de réussite scolaire. Eric, vous disiez que la réussite, c'est pas forcément les notes.
Oui, c'est clair que la réussite, ça passe par l'épanouissement des élèves. Alors les notes, c'est bien sûr, c'est important d'avoir des bonnes bases en mathématiques, compréhension de l'écrit, aussi en données. On voit que c'est aujourd'hui tout ce qui est données informatiques, traitement des données, ça prend de plus en plus d'importance. Mais la réussite, ça va au-delà. C'est d'avoir des jeunes qui prennent du plaisir, c'est arriver à susciter la motivation, l'intérêt. Et quand on a réussi, et je crois que ça va dans ce que vous nous avez dit, quand on arrive à créer du plaisir, de l'intérêt, de la motivation sur les élèves, on peut déplacer des murs. Je crois qu'il ne faut surtout pas fermer des portes et se dire qu'aujourd'hui, quand on parle de réussite de tous les élèves, ça va au-delà d'avoir des bonnes notes à l'école. C'est être épanoui, être heureux dans sa vie et d'avoir des projets professionnels. Les jeunes des milieux défavorisés en France sont les moins nombreux à espérer faire une carrière dans des métiers scientifiques plus tard dans leur vie. Je trouve que c'est déprimant cette statistique. Il faut justement que notre école crée du plaisir et de la vocation pour tous les élèves, quel que soit le milieu d'où ils viennent. Il ne faut pas qu'on leur crée des murs qui soient pour eux infranchissables ou considérés comme infranchissables. Cette ouverture d'esprit, elle est vraie aussi dans l'élite. Je veux dire, les jeunes qui sortent diplômés de l'IX aussi ont besoin d'être épanouis et d'être ouverts et ne se fient pas seulement à leurs résultats universitaires. Oui, ça, je crois que vraiment c'est important. Ça va de pair avec l'envie d'entreprendre. Donc, bon, c'est tout un chemin en fait. C'est comment est-ce qu'on apporte quelque chose à la société, hein, sur les 4 défis que j'évoquais. Comment est-ce qu'on l'apporte par les voies de la science, et puis après comment est-ce qu'on donne de la valeur sociétale et de la valeur économique à cette innovation scientifique qu'on a développée. Et ça, c'est une démarche d'esprit qui est une démarche d'esprit très entrepreneuriale. Et moi, j'ai toujours dit aux jeunes que, en gros, toute démarche est une démarche entrepreneuriale. S'ils doivent sortir dans le service public, il faudrait qu'ils se sentent entrepreneurs de la modernisation du service public, qui en a ô combien besoin. S'ils font une thèse de recherche, une thèse, c'est un projet d'entreprise d'un certain point de vue, hein, sur un certain, bon, parfois un peu solitaire, mais en même temps, il faut s'ancrer sous son directeur de thèse. Et s'ils vont dans la grande industrie, aujourd'hui, les grands industriels, prenez le patron de Vinci, il a 120 000 personnes ou 200 000, je ne sais plus, mais il a besoin de 200 000 entrepreneurs. Donc, vraiment développer cette logique d'entreprise, d'audace, d'ouverture, d'acceptation de l'échec, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a... Non ? Moi j'en avais une en plus. On me parle beaucoup de... C'est pratique cette disposition, hein. Vous essayez de voir Monsieur Biot comme ça, là. On dit c'est une table ronde, en fait c'est un rectangle. C'est une table ronde droite. Voilà, là c'est bon, on l'a en vue. On voit beaucoup dans la réinsertion aussi des personnes qui se sont formées il y a 10, 20, 30 ans et qui cherchent à avoir une nouvelle carrière professionnelle. On voit aussi bien chez eux que chez les personnes qui se forment aujourd'hui, que ce soit dans les personnes qui ont eu des difficultés à l'école que dans l'élite. Maintenant, il y a un retour aux sources qui est recherché, un retour au travail, enfin, au boulot qui ont du sens finalement, essayer d'obtenir ça. Et c'est vrai finalement, j'ai l'impression en France de manière générale, mais peut-être dans le monde aussi, mais c'est vrai des personnes qui ont décroché, et aussi bien que pour l'élite, il y a une nouvelle préoccupation qui dépasse la réussite et la pure réussite élitiste, quoi, en fait. Oui, mais là, il y a vraiment un gros travail à faire culturel dans la société. C'est-à-dire qu'on est quand même une société, la société française, vous pouvez la définir en prenant les rubriques nécrologiques. Vous regardez une rubrique nécrologique, la première chose qu'on voit, c'est quel est le diplôme qu'avaient les gens. Bon, je veux dire, ils sont morts. Donc qu'ils soient passés par l'X promo 2000, je sais pas, enfin plutôt 1900 quelque chose, ou par Centrale, on s'en fiche, ils sont morts. Bon, et le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont contribué. Moi, j'ai vu arriver, à l'X, un certain nombre de gens qui étaient candidats à 55 ans et qui venaient me voir en me disant, bon, qui avaient échoué totalement, malheureusement, c'est triste, et qui venaient et qui espéraient qu'on allait pouvoir les prendre parce qu'ils avaient fait Polytechnique 30 ans avant, et donc ça leur créait un droit à être employés par l'école Polytechnique. Mais non, c'est pas ça. Donc sur le fond,
il faut aussi arriver à convaincre les jeunes partout que, quel que soit leur diplôme c'est bien pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais après ce qui compte c'est ce qu'ils vont réaliser. Et moi j'ai vu des gens qui étaient dans le drame parce qu'ils n'avaient pas eu l'école polytechnique. Et il y a une vie en dehors de l'école polytechnique, heureusement, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de gens vivants. Donc voilà, donc ça, je crois que c'est vraiment important d'expliquer, mais ça c'est culturel, hein, c'est vraiment cette espèce d'attachement du français au diplôme. Bon, on se détend sur le diplôme. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci, restez avec nous. On fait une petite pause d'1 minute pour la technique et on se retrouve pour notre dernière table ronde consacrée à l'intelligence artificielle.